Hey, salut! Bonjour à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour la suite de ce tuto pour passer facilement le permis côtier. Donc aujourd'hui nous allons parler de la partie intitulée Documents, responsabilité et environnement. Et cette partie est très axée administration. Du coup dans cette partie il n'y a pas vraiment de mémorisation à proprement dite, à proprement parler. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé de la synthétiser au max et afin de vous faciliter la compréhension. Comme pour les voitures, les bateaux sont immatriculés. Tous les navires dont la puissance motrice est supérieure à 3 kW, soit 4,5 chevaux, doivent être immatriculés aux affaires maritimes. Et un navire immatriculé peut naviguer en eau intérieure. Donc il n'y a pas vraiment de mémorisation sur cette diapo, il y a juste à retenir que tous les bateaux, tous les navires sont immatriculés, comme pour les voitures. Et donc leur immatriculation est faite de chiffres et de lettres. Quelques documents à avoir à présenter lors d'un contrôle des autorités maritimes. Donc ici, je vous ai fait une petite liste des différents documents à avoir sur votre bateau. Donc il y a par exemple la carte de circulation pour les navires de moins de 7 mètres, un titre de navigation donné par les affaires maritimes, un acte de francisation donné par la douane, un permis mer, une licence d'exploitation, un certificat restreint de radio téléphonique, un contrat de location si le bateau est alloué, un manuel du propriétaire, une attestation de prêt si c'est le cas, et un certificat d'assurance. Donc je vous ai mis ici à quoi peuvent ressembler une carte de circulation, un acte de francisation et un titre de navigation, un CRR et un permis de conduire. L'organisation du sauvetage en mer, sont les CROSS, CROSS, Centres Régionaux Opérationnels de Surveillance et de Sauvetage, qui sont dédiés à la sécurité en mer et coordonnent les opérations de sauvetage. Donc pour cela, ils disposent entre autres de la SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer, qui assure 3 quarts, 75% des interventions en mer. Mais il y a aussi, par exemple, la Marine nationale, la Gendarmerie nationale, les affaires maritimes, la protection civile et les douanes, par exemple. Le chef de bord. Le chef de bord, c'est celui qui exerce la fonction de capitaine du navire. Et en tant que capitaine du navire et de chef de bord, il dispose de certains devoirs. Par exemple, avant de prendre le large, il doit s'assurer de la sécurité à bord, de respecter le nombre maximum de personnes et de la charge maximum, de prendre la météo avant de partir, de prévenir si possible de son itinéraire à une personne restée à terre. Donc, par exemple, je vous ai fait, pour mémoriser ça, l'acronyme SMIR, S-M-I-R, S sécurité, M pour météo, I pour itinéraire, R pour respecter. Puis, il y a les devoirs en mer lors de la navigation. Donc, pour cela, le chef de bord doit s'assurer de la surveillance visuelle et auditive en permanence, il doit écouter la météo, décide ou non du port du gilet de sauvetage, décide de jeter l'ancre ou pas, confie la barre à un titulaire du permis mer, et doit tout mettre en œuvre pour sauver les personnes tombées à l'eau. Et pour ça, je vous ai fait l'acronyme DS-MAC, DS, la console Nintendo DS, et Mac, la célèbre marque Apple. Donc D pour décide, S pour surveillance, M pour météo, A pour encre et C pour conflit. Les responsabilités du chef de bord. Donc je tiens à préciser d'abord que le chef de bord est une personne titulaire du permis mer et qui conduit le bateau. Ce n'est pas nécessairement le propriétaire du bateau. Donc si une personne tombe à la mer, le chef de bord doit mettre tout en œuvre pour la récupérer et de s'assurer qu'elle est bien surveillée. Et si vous ne respectez pas les règles de barre et de route, on peut retirer votre permis. Passons maintenant à la partie environnement avec la notion de rejet. Comme vous le savez, l'océan n'est pas une poubelle, on ne jette rien. Donc, il faut également entretenir régulièrement son moteur afin de diminuer les rejets polluants et la consommation de carburant. Les huiles usées et autres déchets sont à déposer dans les ports. Surtout, ne pas utiliser de détergents agressifs lors de votre entretien de votre bateau, à base de chlore surtout. Et si vous découvrez une zone polluée, signalez-le aux affaires maritimes. Aparté sur les équipements sanitaires des navires. Il faut utiliser à terre les bornes de vidange prévues dans les ports. Et ils sont prévus pour recevoir les eaux noires des bateaux équipés de réservoirs. Donc je vous ai mis ici à quoi correspond une borne de vidange. Donc il faut également ne pas utiliser les sanitaires du bateau dans les ports. Quelques règles sur le mouillage. Il est important de s'informer sur les fonds avant de mouiller, parce qu'il existe certaines zones interdites. Il est important également de bien rincer l'encre après chaque utilisation pour ne pas propager les algues locales, et éviter le plus possible les mouillages intensifs, éviter de traîner l'encre afin de ne pas détériorer les fonds marins. Focus sur les peintures anti-salissure et entretien de la coque. Donc, ces peintures-là sont biocides. Elles retardent le développement des algues et des coquillages afin d'éviter la prolifération des algues sur la coque. En effet, lorsqu'on ne prend pas soin, on ne prend pas l'entretien de la coque, différents coquillages et algues peuvent venir s'y incruster. Et il est important de réaliser ces peintures, ces entretiens,
dans des zones réglementées, hein, c'est ce qu'on appelle le carénage. La pêche sous-marine, eh bien, pour pratiquer la pêche sous-marine, hein, il faut avoir au moins 16 ans, la pratiquer entre le lever et le coucher du soleil, plonger avec un équipement respiratoire. Bien sûr, il est interdit de vendre le produit de la pêche, et évidemment, à ne pas capturer les animaux marins pris dans notre filet qui appartiennent à d'autres pêcheurs. Et bien sûr, à ne pas tenir hors de l'eau un appareil spécial pour la pêche sous-marine. Les sites Natura 2000 et la protection halieutique. Donc les sites Natura 2000 ont pour mission de préserver la biodiversité et de valoriser le patrimoine naturel de nos territoires, et ils identifient un territoire rare et fragile. Donc les règles de la protection halieutique sont par exemple de limiter la pêche aux espèces et tailles autorisées, de respecter les plantes et de ne pas les arracher, d'observer les animaux sans les toucher et ni les déranger, et de ne pas multiplier les utilisations des engins de pêche. Donc, et comme moyen mémotechnique, j'ai trouvé un moyen assez sympa, c'est le ROM. L pour limiter, R pour respecter, O pour observer et M pour ne pas multiplier. Et pour finir, il y a la pêche de loisir. Donc, comme pour les pêches, il y a des règles à respecter, comme par exemple où les produits de la pêche sont destinés aux pêcheurs et à sa famille. La vente du produit de pêche est bien sûr interdit. Il faut bien sûr respecter les tailles minimales de capture et couper la partie inférieure de la queue du poisson ou du crustacé pour bien indiquer qu'il ne fera pas partie de la vente, et respecter la liste des engins de pêche. Donc, et comme moyen mémotechnique, pensez au fric. Voilà, avec la pêche de loisir, il n'y a pas de fric. On ne fait pas de fric. F pour famille, R pour respecter, R pour respecter, I pour interdit et C pour couper. Et pour finir, un petit exercice, 5 questions. Première question, le chef de bord est-il responsable du port du gilet de sauvetage? 2. Quel organisme assure la coordination de sauvetage en mer? 3. Un navire équipé d'un réservoir pour recevoir les eaux noires doit faire quoi? 4. La personne qui loue un bateau en son nom en devient-elle automatiquement le chef de bord? Et 5. En mer, une surveillance doit être assurée comment? Donc, pour les réponses, pour la première question, c'était le chef de bord est bien responsable du port du gilet de sauvetage, donc sa réponse est oui. 2. C'est le CROSS qui assure la coordination de sauvetage en mer. 3. Un navire équipé d'un réservoir pour recevoir les zones noires doit utiliser à terre les bandes de vidange. La surveillance en mer est en permanence. Et 5. La personne qui loue un bateau en son nom en devient-elle automatiquement le chef de bord? Eh bien non, c'est celui qui conduit le bateau qui est le chef de bord.